Cette notion de méritocratie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette notion d'égalité des chances sur laquelle l'entreprise peut et doit aider. Moi, j'ai le sentiment que les choses sont en train de beaucoup progresser. Alors, peut-être que j'y suis encore plus sensible lié à ma propre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast de The Diversity Seminar. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec notre invité que nous allons retrouver dans un instant. Vous savez que cette initiative et cette chaîne sont à but non lucratif. L'unique objectif, c'est d'aider, d'inspirer, de donner des conseils aux jeunes professionnels, en particulier les jeunes professionnels issus des diversités, mais au sens le plus large du terme, et peut-être d'ailleurs à tous les jeunes professionnels qui pourraient s'intéresser au monde de l'entreprise. Alors cet épisode aujourd'hui est tout à fait exceptionnel à plusieurs titres. D'abord, nous parlons français aujourd'hui. Il y aura bien sûr toujours des podcasts en anglais, mais aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi nous allons parler français. Et puis, avec mon invité aujourd'hui, nous allons nous tutoyer, ce qui est un petit peu atypique aussi, mais là encore, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bonjour Alain. Bonjour Max. Alain Roumillac, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Merci de nous recevoir, de recevoir le podcast aujourd'hui. Bon, il se trouve donc, on va tout de suite dire pourquoi est-ce qu'on se tutoie. Il se trouve qu'on se connaît depuis très longtemps, puisque tu as été mon patron il y a de nombreuses années de cela. Écoute, je pense que c'est quand j'ai pris fonction de la division dans laquelle tu étais, c'était en 1999. Bravo. C'était un autre siècle. Bravo. Exactement, je travaillais dans ton unité chez IBM. Tu étais à ce moment-là vice-président de cette unité. Et donc on se tutoie d'abord parce qu'on s'apprécie, on se connaît depuis longtemps. J'ai travaillé à plusieurs reprises pour toi d'ailleurs au cours de ces dernières années. Et tu as eu un rôle tout à fait particulier pour moi puisque tu as été la première personne qui m'a confié un poste de direction de business unit. Ce qui était un pari un peu audacieux à l'époque, dans le sens où, dans tout ton entourage professionnel, j'étais la seule personne qui n'avait même pas son bac. Je suis issu de l'immigration, et puis, bon, voilà, à l'évidence aussi, j'appartiens à une minorité ethnique, donc voilà, Oui, alors, d'abord, je pense qu'on y reviendra. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens sont et ce qu'ils peuvent devenir. Tu évoques le fait de donner sa chance à un certain nombre de personnes. Moi, je considère que si je suis arrivé là où je suis, en toute modestie, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont promu trop tôt. Voilà. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est important de donner sa chance, en particulier à des gens dont éventuellement on considère que c'est un pari, mais un pari qu'on fait en connaissance de cause. On dit oui, c'est une personne qui a ce potentiel, qui va se réaliser. Et je pense que c'est souvent dans les exercices de coaching que je fais, en particulier quand on se pose la question, mais est-ce que je dois nommer quelqu'un ? Je dis, mais et d'ailleurs y compris un certain nombre de personnes qui ont déjà des responsabilités importantes, je dis, mais c'est parce que vous aussi, on vous a promu trop tôt. Voilà, toujours se poser cette question. Eh bien, écoute, voilà, je crois que tu as parfaitement démontré. Moi, je l'ai toujours vu en action avec toi, mais on va y revenir. Donc, tu es aujourd'hui président de Manpower Group France et Europe du Sud. Tu as rejoint Manpower il y a 13 années de ça, si je me souviens bien. Absolument. Auparavant, tu étais directeur général d'une grande SS2I française. Et auparavant, tu étais chez IBM où tu as passé une vingtaine d'années dans des fonctions de vice-président qui sont des gros jobs chez IBM. Voilà. Donc voilà ton parcours. Ce que je te propose, Alain, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on a commencé à l'affleurer, qu'on échange sur les sujets de diversité, d'inclusion et d'autres sujets plus larges d'ailleurs. La première question, parce que je pense qu'il y a peut-être un peu de surprise. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast avec Alain Roumillac ? Il se trouve qu'il y a de bonnes raisons. D'abord parce que je connais la personne que tu es, je connais tes valeurs, parce que je trouve que Manpower est aussi une entreprise
puissante et intéressante, et je pense que c'est intéressant de découvrir ce que Manpower fait. Mais il y a une autre raison, c'est que je connais aussi ton parcours personnel, ton parcours familial. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, nous raconter un peu ton parcours familial et personnel ? Alors, très bien. Et pour revenir sur l'ensemble des sujets et ce parcours personnel, m'a chevillé au cœur et au corps la notion d'égalité des chances. Voilà. J'ai eu cette chance que on me donne donc l'opportunité de faire ce que j'ai fait. Donc moi, je suis sous forme de boutade, vraiment. Il faut prendre vraiment au deuxième ou au troisième degré. Tout à un moment, j'ai dit, je suis un immigré de la première génération. C'est-à-dire, je suis une lignée de paysans limousins. Et autant qu'on puisse remonter, ce sont des paysans du nord du Limousin, du nord de la Haute-Vienne, et puis avec des parents qui étaient eux-mêmes agriculteurs, tous les deux le certificat d'études. Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire des études, d'ingénieur, puis ensuite de pouvoir venir rentrer chez IBM et faire la carrière. Bon, voilà, chacun juge ce qu'elle est, mais c'est vrai que quand je regarde ce qu'est l'ensemble du parcours, j'en suis fier, surtout d'ailleurs pour mes parents, parce que je pense que c'était aussi quelque chose auquel ils tenaient à cœur. Et c'est l'école républicaine qui m'a permis à ce moment-là de pouvoir faire ce parcours. Et donc, moi d'abord, je suis très reconnaissant, j'utilise des mots forts, mais voilà, cette école républicaine, la République, a cette notion de méritocratie, auquel je continue à tenir beaucoup, pour faire en sorte que ceux qui ont la capacité de pouvoir réussir et de pouvoir changer d'environnement dans lequel ils sont nés, eh ben on leur en donne cette opportunité. Voilà. On ne pourra pas y revenir. Ce que je trouve d'ailleurs, c'est que sans doute les jeunes qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation assez similaire de celle dans laquelle j'étais il y a 50 ans, ont sans doute moins d'opportunités que je ne pouvais l'avoir. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette notion d'égalité des chances et de donner à chacun l'opportunité de pouvoir se réaliser, de donner le meilleur de lui-même, de pouvoir accéder à un certain nombre de ses rêves et de ne pas être cantonné en fonction du milieu dans lequel il est. Donc c'est pour ça, donc moi je suis d'un milieu très rural et ensuite je suis immigré parce qu'ensuite je suis venu à Paris et ça fait 40 ans que je travaille à Paris. Et c'est pour ça que quelque part ça m'approche aussi sans doute. Alors bien sûr chacun nos cultures et d'ailleurs des problématiques qui sont différentes sur ce sujet d'égalité des chances et de succès, mais également donc avec toutes les populations aussi diverses qu'elles soient. Et c'est pour ça sans doute aussi qu'on s'est bien rencontré avec Manpower et Manpower Group, parce que nous sommes aussi un creuset d'intégration. C'est-à-dire un certain nombre de personnes viennent, en particulier dans notre entité historique, activité historique, donc Manpower, parce qu'ils ont du mal à s'insérer sur le marché du travail et on essaye de les aider à s'insérer, et puis ensuite de progresser, de se développer, de les former, puis ensuite d'accéder, pour ce qui est d'ailleurs pour eux, c'est parfois un Graal, qui est d'avoir un emploi durable et donc un emploi à temps plein. Voilà, donc voilà le sujet et pourquoi ce sujet d'intégration, de donner sa chance à chacun est profond chez moi et puis sa source dans ce qui est mon histoire personnelle et que je n'ai fait que m'engager ensuite. C'est potentiellement un peu le cas. Tu te cites en exemple donc chez IBM, mais ça a été encore plus le cas ici où non seulement c'est ce que j'essaie de faire dans l'organisation Manpower Group elle-même, mais aussi au service des dizaines ou des centaines de milliers de personnes que l'on met à l'emploi tous les ans et qu'on essaie d'emmener le plus haut possible. Et on va revenir sur Manpower, son rôle dans le tissu d'emploi et industriel français, etc. Mais je voudrais revenir un instant sur ton parcours personnel, parce que tu as dit des choses très fortes sur ton origine, tes origines familiales, dans le terroir, dans la paysannerie, etc. Et puis tu parlais de l'école républicaine, qui était aussi un sujet qui me tient énormément à cœur.
Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as choisi la voie des grandes écoles, la voie de l'entreprise? Est-ce que c'était une volonté familiale? Est-ce que c'était toi? Enfin, j'aimerais comprendre un peu ça. Puis j'ai une deuxième question aussi sur ce sujet-là. C'était, donc, quand tu as fait les classes prépa, les grandes écoles, etc., est-ce que tu as ressenti des éléments sociaux parce que tu venais peut-être d'un milieu un peu différent? Enfin voilà, ça m'intéresse de comprendre ces éléments-là. D'abord, si je suis là où je suis, c'est une succession de concours de circonstances. Y compris celui, un jour, d'aller dans un lycée plutôt à consonante technologique, de faire des classes prépa technologiques dans ce lycée à Limoges, puis ensuite qui m'a conduit naturellement vers les arts et métiers. Puis ensuite, c'est un concours de circonstances qui m'emmène chez IBM. Puis c'est un concours de circonstances qui m'emmène chez Manpower Group. Et c'est encore un concours de circonstances qui m'amène à être le président de Manpower Group France. Donc, par rapport à l'aspect de coaching, c'est... moi, ce que je dis souvent quand je fais du coaching de jeunes leaders, laissez-vous aller quelque part où la vie vous emmène et où votre intuition vous emmène. Voilà. Il n'y a rien de programmé dans tout ce que j'ai fait. Alors, je pense qu'il y a des carrières qui, elles, sont programmées, avec éventuellement des jeunes qui sont issus d'un certain nombre de classes sociales ou autres, et puis qui bâtissent des parcours. Moi, rien, c'est un concours de circonstances. Voilà. Après, je pourrais revenir sur le détail, mais c'est d'abord vraiment un concours de circonstances. Il y avait aussi, sans doute, une volonté donc, de mes parents de se dire que si j'avais la possibilité de pouvoir réaliser quelque chose de différent de ce qu'ils faisaient, et avec sans doute l'idée qu'ils pouvaient se faire de ce qu'étaient leurs conditions et de ce que pouvaient être d'autres types de conditions. Donc d'abord, ils m'ont toujours poussé à essayer de tirer le meilleur de moi-même pour pouvoir toujours continuer à progresser. Est-ce que si c'était à refaire, ça se referait de la même façon? Encore une fois, les concours de circonstances, les rencontres auraient pu être quelque part différentes, et obligatoirement, après, la vie aurait été différente. Donc, ouais, moi je dis, laissez-vous aller où vous avez envie d'aller, où les opportunités qui se présentent, pas trop réfléchir, accepter un certain nombre de fois, de gérer un certain nombre de challenges. Voilà. Et dans beaucoup de cas, la vie vous sourira. Peut-être un certain nombre de fois, ça sera dur, et sur 40 ans de carrière, c'est jamais simple tout le temps, mais voilà. En tout cas, moi, ça a été mon histoire. 2, rien n'a été dur. Donc, je ne vais pas faire pleurer, rien n'a été dur. Rien n'a été dur. Voilà, il y a toujours des moments qui sont un peu plus des moments de solitude. Quand on part pensionnaire à 14 ans, bon, ouais, au début, ça pique un peu. Mais on se refait, mais on est avec des gens qui, finalement, vivent le même, quelque part, un peu déracinement, enfin, par rapport à son environnement familial. Et donc, on se recrée un environnement dans lequel les petits se regroupent entre eux pour résister aux grands. Enfin, voilà, oui, on est dans un monde où il faut... de toute façon, c'est un peu partout. Hein, c'est dans un monde où il faut survivre. Il faut accepter de reconnaître que le monde a sa dureté sur un certain nombre de sujets, et que d'ailleurs, quelle que soit la dureté, moi, mon conseil, parce que c'était un peu mon histoire, c'est plutôt de faire face à ce que sont l'ensemble des challenges que d'essayer d'ailleurs d'y trouver une excuse sur le fait de ne pas réussir et de ne pas réaliser. Donc là encore, je sais pas si il y avait déjà un message, c'est affronter l'adversité, et peut-être aussi que quelque part l'ensemble de mon parcours, même si, une fois, je pense que j'ai une vision très humaniste des choses, mais aussi j'avais endurci sur ma capacité à faire face aux challenges qui pouvaient se représenter. Mais je ne garde, je n'avais pas de mauvais souvenirs. Ça a été un parcours, mais dans lequel, voilà, en tout cas, moi, je ne trouve pas que j'ai un mérite
déjà incroyable. C'est plus l'environnement dans lequel j'ai été qui a un mérite, plus quelque part que moi-même. Mais merci d'avoir partagé ça. Là, on pourrait passer des heures, mais je crois qu'on a un temps quand même limité en la matière. Mais merci d'avoir partagé ça. Et je crois que c'est une face qui est pas forcément très connue de toi, parce que tu es quand même une figure bien connue du monde des patrons français. Et c'est ça que j'apprécie aussi, c'est qu'on ait cette occasion de parler aussi de choses qui ne sont pas forcément apparentes. Mais chaque fois, j'essaye qu'on mette en avant aussi, qu'on tienne compte de ceux qui se sentent exclus. Et je pense que c'est une critique qui est faite aux élites, dont je pense que modestement, je peux considérer que je fais partie. Et que globalement, aujourd'hui, et y compris dans les discussions qu'on peut avoir avec un certain cercle d'élite, on s'occupe plus de ceux qui eux-mêmes sont plutôt du côté des élites et qu'on ne sait pas s'adresser suffisamment à ceux qui, quelque part, en tout cas eux, ont le sentiment que le monde n'est pas fait pour eux et qu'on fait rien pour eux. Qui ensuite conduit d'ailleurs à des enjeux politiques. Et donc, moi, j'essaie toujours de venir, d'abord parce que c'est ce à quoi je crois, puis je pense que c'est bien d'ailleurs qu'il y ait toujours un peu des voix discordantes pour essayer d'avoir une vision un peu globale. Je prends un exemple, on dit non mais super, la transition écologique, basculer vers la voiture électrique, c'est absolument fabuleux. Je dis oui, sauf pour celui qui va perdre son job, qui fabrique des moteurs ou des boîtes de vitesse, il n'y en a plus demain. Si le message qu'on lui passe, c'est juste vous allez perdre votre job et c'est super, je ne suis pas sûr que on va avoir même un succès d'estime. Donc c'est comment est-ce qu'on parle à l'ensemble de la population. C'est vrai que moi, j'avais sans doute aussi, de par j'avais mes connexions, et donc les connexions avec la terre où je suis né, je voyais bien que j'ai pas été surpris quand il y a eu la crise du monde agricole. Bon, voilà, donc ces gens-là ont considéré pendant très longtemps que... Je pense qu'ils considèrent je pense que ce qu'ils ont évoqué, c'est qu'on les méprisait. Donc on est face à des enjeux énormes. Voilà. Donc on a déjà fait face à des enjeux énormes qui sont les enjeux de la mondialisation, où quelque part on n'a pas su casser cette image où il y a les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et donc ça crée ensuite des problèmes sociaux qui eux-mêmes créent des problèmes politiques. Et on est face à de nouvelles transitions qui sont l'accélération de la transition digitale et la transition écologique, dans lesquelles, là encore, il y a un certain nombre de personnes qui craignent d'être la variable d'ajustement. Et ça, moi je suis en tout cas très focalisé sur le fait de dire il faut aussi penser à ces gens-là. C'est quand on prend des choix politiques, typiquement, et que je ne récuse pas, bien évidemment, mais de faire le choix d'aller vers la voiture électrique, c'est comment est-ce qu'on est capable d'accompagner un certain nombre de personnes, un certain nombre de territoires qui vont être impactés. C'est bien de promouvoir tous les nouveaux investissements, les usines de batteries, et ainsi de suite, mais contrario, alors ça va sans doute être assez lent sur les 15 prochaines années, mais comment est-ce qu'on accompagne tout ça ? Comment est-ce qu'on accompagne ce qui est, je pense, aussi une inquiétude, en particulier du monde rural, c'est de dire, mais moi, comment est-ce que je vais pouvoir passer de ma voiture diesel à ma voiture électrique ? Comment ? Et je pense que là-dessus, mais parce que peut-être c'est compliqué d'avoir les solutions, mais on ne sait pas parler à un certain nombre de populations. Alors, je parle beaucoup du monde rural, mais c'est vrai pour un certain nombre de publics dans les banlieues. C'est, voilà, comment est-ce qu'on sait parler à l'ensemble? Et moi, j'essaie toujours de venir en disant, bon, ok, super, oui, intellectuellement, tout ça, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on promeut, c'est bien, mais est-ce qu'on peut aussi regarder quels en sont les impacts et faire en sorte que ces idées extrêmement fortes, on puisse en avoir une adhésion par 80% de la population. On n'en aura pas 100%, mais il ne faut pas qu'on en ait 30%, qui ne soit quelque part que les élites. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte
Et je pense que c'est un de nos enjeux majeurs, et je pense que c'est aussi un enjeu des responsables d'entreprise, d'être capable de parler à toute la population. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, Alain, et je te rends un hommage personnel pour ça, parce que j'ai toujours senti, et j'ai travaillé de nombreuses années pour toi et à tes côtés, j'ai toujours senti que tu n'attachais aucune importance aux origines, etc. Jamais. Je t'ai jamais vu, voilà, l'origine sociale, les études, l'ethnicité, la religion, le genre, etc. Je ne t'ai jamais vu tenir la moindre attention à ça. Et donc tu as toujours su créer un environnement très inclusif, très ouvert. Tu as promu et tu as fait évoluer des talents très très divers, y compris moi-même. Et ça, je reconnais ça, et ça m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que moi, après, en tant que moi-même, après leader, dirigeant, etc., eh bien, j'ai toujours gardé cette inspiration que tu m'as donnée. Et donc, ce que tu dis là maintenant, projeté à un tout autre niveau, qui est un niveau national, un niveau industriel, un niveau économique, etc., je retrouve tout à fait les vraies valeurs du Alain Roumillac que j'ai connu en tant qu'homme et en tant que leader pendant de nombreuses années. Donc, ça me parle tout à fait. Ça, je l'ai appris chez IBM. J'ai appris que ce qui était le plus important, c'est la performance. Voilà, parce qu'on est juste pour bien rééquilibrer, c'est qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est clair. Voilà, donc, à la fin, c'est ce qui est le plus important, c'est la performance. Et la performance, c'est est-ce que j'ai les bonnes personnes aux bons endroits et est-ce qu'elles savent travailler ensemble. Et donc, pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits, il faut choisir les meilleurs. Et je pense que quand on évoque le fait qui parfois peut être un peu caricatural, c'est de dire justement plus on va s'adresser à un environnement qui est divers, plus on a d'opportunités d'aller trouver des gens qui ont du talent, c'est la vérité. Donc quand on a, et je vois ça c'est ce que je dois à IBM, des sujets d'autonomie et de performance. Et justement, ça fait partie aussi des leaders de bien comprendre, quand on regarde l'ensemble des équipes, c'est quels sont ceux qui cherchent plutôt à se mettre en avant, mais être certains que derrière, ils sont capables d'aller au niveau de performance. Donc ça a toujours été mon sujet. C'est comment est-ce qu'il faut que je me mette, que je m'organise pour être le plus performant. Et quand on est à la tête d'une entité, voilà, il y a deux sujets qui sont importants. Encore une fois, le premier, c'est la stratégie. Et deuxièmement, c'est est-ce que j'ai l'équipe pour mettre en œuvre cette stratégie. Et c'est sans doute plus important que le premier. Et d'ailleurs, parce que si on a la bonne équipe, d'ailleurs, la stratégie est facile, parce que, y compris l'équipe est capable d'aider à bâtir la stratégie. Et donc c'est aller chercher quels sont ceux qui ont la capacité à être les plus performants. Et pas se poser la question de l'école. Voilà. Et je crois que ça, c'était aussi une vraie valeur. Et ce qu'IBM, sans doute, quand j'y suis rentré, au milieu des années 80 ou des années 90, faisait sans doute mieux qu'un certain nombre de grandes entreprises françaises, où c'était le diplôme qui définissait la carrière. J'en suis totalement persuadé. Et moi, je suis aussi extrêmement redevable à IBM pour ça, qui m'a aussi donné ses chances. Après, j'ai eu la chance de travailler pour des leaders comme toi, mais il y a aussi quand même un contexte d'entreprise qui a été évident. Alors, on va revenir sur les aspects, justement, plus génériques que tu évoquais. Est-ce qu'on peut parler de Manpower quelques instants? Bien sûr. Tu diriges un groupe qui est très connu, qui est tout le monde connaît Manpower. Est-ce que tu peux nous parler, justement, j'aimerais mieux comprendre d'abord qu'est-ce que l'activité Manpower? Parce que ça, c'est aussi quelque chose, parce que des fois, on croit connaître, mais ce serait intéressant que tu nous dises quelles sont les activités de Manpower, et puis ensuite qu'on évoque un peu comment est-ce que Manpower, parce que tu l'as évoqué, comment est-ce que Manpower contribue à la diversité, à l'intégration, en tant qu'activité professionnelle, mais aussi pour vos propres collaborateurs. Donc, Manpower Group, c'est 3 marques, 4 activités. Donc, la plus connue, la cité, Manpower. On fait une activité de travail temporaire et des activités de recrutement. Donc, de recrutement, CDD, CDI, pour le compte de nos clients et avec des volumes très significatifs. On fait 20 000 recrutements pour le compte de nos clients. Et sur la partie travail temporaire, en France,
chaque jour, on détache en moyenne à peu près 80 000 personnes chez nos clients. Pour détacher ces 80 000 personnes, comme souvent les personnes n'ont pas tout à fait les compétences que les clients demandent, on forme à peu près 40 000 personnes par an. Donc on travaille sur des volumes importants et sur un réseau d'environ 700 agences. Ensuite, on a une deuxième activité, qui est une activité de service numérique, qui nous rappelle quelque part notre jeunesse, qui s'appelle Experis, où aujourd'hui en France, on a à peu près 4000 collaborateurs. Donc là, c'est un autre modèle. Ce sont des collaborateurs qui sont en CDI chez nous et qui délivrent des prestations pour le compte de nos clients. En particulier, on est un des leaders sur le sujet de la gestion de l'environnement du poste de l'utilisateur, Digital Workspace, sa tablette, son PC, son réseau, avec des centres de services. Donc ça, c'est la deuxième activité. La troisième activité, c'est une activité plutôt de conseil et d'accompagnement, qui s'appelle Talent Solutions, et où là, on fait quelques activités d'externalisation, comme de l'externalisation du recrutement pour le compte de nos clients. Et puis on fait de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement, notre métier historique au travers d'une marque qui s'appelait, qu'on utilise encore parfois, Right Management, c'est accompagner les gens qui quittent des entreprises, en particulier dans le cadre de plans sociaux, donc pour les aider à se repositionner sur le marché. Et puis on a fait évoluer cette activité aussi sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc on est un des premiers partenaires de maintenant France Travail, qui nous confie un certain nombre de populations, souvent assez éloignées de l'emploi, pour qu'on puisse les coacher, éventuellement les former et le repositionner sur le marché de l'emploi. Et chez Talent Solutions, là, c'est pareil, cette année, on va à peu près apporter des services à 90 000 bénéficiaires. Donc, côté Manpower, on part plutôt du besoin de l'entreprise et ensuite on va chercher des gens qui ont le potentiel pour pouvoir mener les missions que nos clients nous proposent. Côté Talent Solutions, on part d'un certain nombre de personnes et on essaie de trouver un chemin pour les emmener vers l'emploi. Voilà, ce sont ces activités et le groupe est présent dans à peu près 70 pays dans le monde. Et pour un groupe dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, USA, qui est né là-bas, coté au New York Stock Exchange, son premier marché, c'est la France. Donc la France représente à peu près 25% du chiffre d'affaires du groupe, quand les US sont un tout petit peu plus de 15%. Voilà, donc c'est une spécificité de notre groupe que d'être un groupe américain et d'avoir comme premier marché la France. C'est remarquable. Voilà. Et tu évoquais justement le rôle de Manpower et les initiatives de Manpower dans le cadre du tissu industriel, finalement, du tissu économique. Quelles sont les 2-3 initiatives phares auxquelles tu songes? Qu'est-ce qui permet justement d'aider des personnes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, issues d'environnements très divers, dans cet environnement qui est très très mouvant, industriel, économique? Ouais. Nous, c'est déjà d'abord, on connaît très bien chaque bassin d'emploi. On est présent dans 700 agences sur à peu près 500 lieux. Donc on connaît chaque bassin d'emploi, on connaît sa problématique. Et ils ont des problématiques qui sont assez diverses, pour ne pas dire que chacun a une problématique différente. L'évolution du tissu économique est différente. Donc le tissu économique est différent, son évolution est différente, et les candidats sont différents. Parce qu'il y a des endroits où on est avec des taux de chômage très bas, comme dans un certain nombre de régions de l'ouest de la France, et à contrario, on est dans d'autres zones où le taux de chômage est haut. Donc l'enjeu de nos équipes, c'est justement de faire ce matching entre donc, des besoins d'entreprise qui sont spécifiques et un pool de talents et d'essayer de faire le lien entre les deux. Et avec quand même, et sans doute que notre métier historique, c'était véritablement de faire du matching, ce que je te dis, c'est de faire du transactionnel, c'est j'ai des besoins, j'ai des compétences, je fais le matching. Aujourd'hui, comme on a un décalage de plus en plus important entre les demandes des entreprises et les demandes d'emploi, c'est plus que comment je crée la compétence qui va faire qu'elle va correspondre donc aux besoins de l'entreprise. Donc tout un travail, et ça, bien sûr, on définit des programmes nationaux dans lesquels chacune de nos agences vient piocher pour être capable de faire cet exercice.
Voilà, et donc tout part d'abord d'une très bonne connaissance du tissu économique local, de ses besoins d'aujourd'hui, mais aussi potentiellement de ses besoins de demain, parce que dans ces problématiques-là, d'ailleurs, et quand on a un décalage, ce qu'il faut, c'est anticiper, parce que la compétence, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on se fait aussi comprendre à nos clients que, ils ont des besoins, et l'histoire, c'est j'ai besoin de X personnes pour demain. Si c'est tel profil, demain, c'est pas possible, parce qu'ils n'existent pas. Donc, ce qu'on peut essayer de réfléchir, c'est quels sont vos besoins à 3-4 mois pour qu'on soit capable de bâtir les compétences dont vous avez besoin. Et donc, ça donne cette opportunité à des gens qui ont aujourd'hui du mal à s'insérer, qu'on soit capable de les accompagner pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'entreprise, que ce soit sur des compétences qui sont sur des compétences techniques et aussi sur des compétences comportementales. Parce que dans un certain nombre de cas, on est face à des populations qui n'ont pas ce que sont les codes de l'entreprise. D'ailleurs, les codes de l'entreprise peuvent être très divers, parce qu'il y a des entreprises qui sont où le travail est très dirigé, d'autres où ça l'est moins. Donc d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement les mêmes profils qu'il faut mettre à chaque fois. Et donc, il faut accompagner un certain nombre de personnes, y compris sur la façon de travailler dans une entreprise, dans une équipe, la relation à un chef. Voilà, ça fait partie aussi de tous ces sujets auxquels on essaie de contribuer, et de toute façon sur lesquels on n'a pas d'autre choix que de contribuer si on veut détacher nos 80 000 personnes par jour. Voilà, donc ça c'est un de nos enjeux, et donc c'est notre histoire, c'est l'histoire de ce groupe depuis bientôt 65 ans en France, que d'avoir travaillé sur l'ensemble de ces sujets. Et puis on a essayé, je pense que ça a toujours été notre histoire, et voilà, je pense que notre histoire, les équipes, souvent, et moi quand je suis arrivé, vivaient pas toujours très bien cette histoire, parce que elles avaient le sentiment de ne pas être reconnues pour ce qu'elles faisaient. Et en gros, on disait, oui, mais bon, l'intérim, c'est la précarité, les entreprises utilisent les gens. Et donc, quelque part, moi, quand je suis arrivé, le sentiment que j'avais, c'est, finalement, on est un problème. Alors que nous, on était vraiment persuadés qu'on était une solution. Et donc, ça a été tout l'exercice qu'on a fait, en particulier avec notre profession, de dire comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte d'être mieux valorisé pour ce qu'on fait. Et on a dit, et on a convenu que ce n'était pas juste un problème de communication, qu'il fallait qu'on fasse plus. Et c'est pour ça que, peu de temps après que je sois arrivé, on a eu l'opportunité de discuter avec les pouvoirs publics pour créer ce qu'on appelait le CDI intérimaire. C'est de dire, écoutez, on est prêt à prendre un certain nombre de nos intérimaires et à les rémunérer entre deux missions. Donc on en a créé des dizaines de milliers. Nous, actuellement, on a à peu près 15 000. Donc ce sont des gens qui sont détachés chez nos clients avec la notion d'égalité de traitement. Donc ils ont un contrat d'intérim standard. Et par contre, si entre deux missions, s'ils ont de l'intermission, ils sont rémunérés par l'entreprise. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit des gens, bien sûr, sur lesquels on a une attention particulière pour essayer de les mettre le plus possible à l'emploi. Et quelque part, et la bonne nouvelle, parce que je considère que c'est une bonne nouvelle, et tous les ans, on en a à peu près 40% qui sont embauchés par leurs clients. Donc quelque part, on a réussi à bâtir un schéma qui est un peu théorique, mais qu'on essaie de rendre pratique. On a des gens qui arrivent, qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail, qu'on commence à mettre à l'emploi, qu'on forme, qu'on développe au travers d'un enchaînement de missions, qui un jour peuvent devenir CDI intérimaires, donc ça leur permet aussi d'avoir plus facilement accès donc au crédit, au logement. Et ceux-là, il y en a une minorité qui reste plus de 3 ans dans le statut, parce que finalement, on les a développés de telle sorte, surtout sur un marché de l'emploi aujourd'hui où les clients ont du mal à trouver les compétences, qui ensuite fait qu'ils sont embauchés. Donc ça a été un pari qu'on a fait avec la profession. Et quelque part, moi j'ai le sentiment, et quand j'en discute avec les
représentants publics, ils sont assez d'accord avec moi. Je pense qu'on est passé d'un problème à une solution. Y compris, je pense qu'il y a 10 ans ou 12 ans, on était un problème pour Pôle emploi. Aujourd'hui, on est plutôt une solution pour France Travail. Mais ça nécessite d'abord de comprendre. Enfin, c'est pas. Je crois que le message aussi, c'est ce qui n'est pas important, c'est pas qui vous êtes, c'est comment les autres vous perçoivent et vous ressentent. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et, voilà. Et la question, c'était sans doute un vrai sujet d'injustice, de dire mais c'est vrai, y compris de nos équipes, mais c'est pas normal que on nous traite mal parce que on a beaucoup d'actions. Donc c'est pas juste entre guillemets encore une fois c'est se plaindre, c'est de dire ok très bien, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire de mieux pour qu'on soit reconnu pour réellement ce que nous sommes et ce qu'est notre contribution au marché du travail. Et je pense que c'est globalement ce qu'on a été capable de faire. Et je pense que ce qu'on a fait nous aussi, qui est y compris de travailler spécifiquement sur des populations de demandeurs d'emploi, au travers de nos activités de Talent Solutions, bien sûr, a aussi un impact sur l'image que le groupe a et que la marque Manpower a. Phénoménal. Je ne sais pas si c'est phénoménal, mais en tout cas, voilà, on l'a fait, et on l'a fait dans un contexte qui n'est pas simple, parce que on s'est mis d'accord sur une stratégie entre concurrents. Parce que ce qui se passait, c'est que pendant que on disait oui, la profession, on va se lancer sur ces intérimaires, nos équipes, tous les jours, se bagarraient sur le terrain. Mais il y a un certain nombre d'acteurs qui ont considéré que, bien sûr, on était dans un environnement hyper concurrentiel, mais que ce qu'il fallait, c'est qu'on avait une responsabilité, en particulier un certain nombre de grands acteurs, de faire en sorte que l'image de notre profession, et que, d'ailleurs, si on voulait que notre activité continue à se développer, il fallait qu'on travaille aussi sur l'image, et que l'image, elle passait par un certain nombre aussi de prises de risques, et pas juste un problème de communication. Je crois que c'est un exemple, en tout cas c'est un exemple intéressant de comment est-ce qu'on est capable de changer l'image de ce que l'on est. Et encore une fois, c'est pas juste un problème de com', c'est un problème de dire qu'est-ce qu'on attend de moi. Et ce qu'on attendait de nous, c'est qu'on contribue à stabiliser un certain nombre de personnes. Finalement, on s'est dit, ok, c'est peut-être un petit effort. On doit être capable de maîtriser le risque. On l'a fait entre personnes et entre organisations qui, encore une fois, avaient des enjeux de concurrence extrêmement importants. Voilà. Et c'est un exercice qui est intéressant et voilà, sur lequel moi je suis content de ce qu'on en a fait. C'est un vrai travail de transformation de cette industrie. Voilà. Et c'est pas qu'un travail de l'entreprise, c'est une question du secteur dans lequel, bien évidemment, une marque emblématique comme Manpower, mais pas que, doit jouer son rôle et sur lequel on doit être, nous, très impliqués, pas juste tourner vers nous-mêmes et se dire, bon, et comment est-ce qu'on fait en sorte que l'environnement puisse être plus propice pour notre business et que quelque part aussi nos équipes soient encore plus fières de ce qu'elles font. Parce que l'image que les gens ont d'elles, bien évidemment, c'est extrêmement important sur la motivation et sur la fierté de ce qu'elles font. Parce que nos équipes, je crois, elles ont raison, elles sont fières de ce qu'elles font et de la contribution vis-à-vis d'un certain nombre de populations, encore une fois, de la diversité. On est surreprésenté, par exemple, sur les populations des quartiers prioritaires de la ville. Ce qui est pas très surprenant, ce sont des gens qui ont plus de difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi. Voilà, donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aligner l'image par rapport à ce qui est aujourd'hui notre contribution. Alors sur le sujet justement que tu évoques là de la diversité, de l'impact des entreprises sur la diversité, est-ce qu'on peut commencer par parler des femmes ? Je me souviens, il y a 30-35 ans, lorsque j'ai vraiment commencé à travailler, je trouve qu'il y a eu des progrès absolument prodigieux qui ont été faits dans le rôle des femmes, l'accès des femmes au monde du travail, l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Je mentore depuis très très longtemps, 15-20 ans, des jeunes et beaucoup de jeunes femmes.
il y a des progrès énormes qui ont été faits, il y a encore beaucoup à faire. Pour autant, il y a eu de très beaux progrès qui ont été faits. Alors peut-être que ça dépend évidemment des secteurs, peut-être que ça dépend des cultures, etc. Mais enfin, au global, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans avec toute l'Europe et j'ai vu en action les progrès incroyables en la matière. Quelle est ta réflexion sur le sujet et comment est-ce que vous gérez cet aspect-là chez Manpower ? Alors, tu as raison, beaucoup de progrès ont été faits. Il reste beaucoup à faire. Ensuite, moi, ce qui m'aura aussi marqué, c'est que tu évoques le fait de pousser un certain nombre de talents. Encore une fois, nous, on a une couverture géographique, et bien évidemment, pour qu'un certain nombre de gens puissent, et en particulier de femmes, puissent progresser, ça nécessite des mouvements géographiques. D'abord, il y a un certain nombre de personnes, après, et moi, je ne les juge pas, qui disent « Non, mais ma vie, elle est ici. C'est mon choix. » Voilà, donc, merci, mais ma vie est ici. Et donc, merci pour les opportunités, mais ok, je comprends que j'aurai moins d'opportunités, mais encore une fois, ma vie est ici, y compris dans un certain nombre de cas, et parce que ma vie est ici, et parce que mon conjoint a tel positionnement, et ainsi de suite. Donc ça c'est un sujet où, quelque part, bien sûr, il faut aider au maximum. Je reviendrai sur comment est-ce qu'il faut aider. Après, il faut accepter des choix personnels. Mais ça, c'est des choix. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui subissent leurs conditions. Et sur lesquelles l'entreprise peut et doit aider, et sur lesquelles c'est aussi des problèmes de société. Bon, on évoque bien évidemment énormément le problème des mères célibataires. Bon, donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense tout ce que l'on peut faire sur l'organisation du travail, sur sans doute ce qu'on a fait au travers du télétravail, donc va dans ce sens-là. Et donc, il faut que l'entreprise essaie de réfléchir, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire pour faciliter la vie de ces femmes. Il faut aussi que la société s'organise. Je crois qu'elle fait beaucoup, mais manifestement, il y a encore énormément à faire vis-à-vis de ces populations-là. Et celles-là, il faut, quelque part, c'est toujours pareil, il ne faut pas les oublier. Bien évidemment, on pose toujours la question, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire progresser dans les entreprises, et on se pose beaucoup la question, qui est une question légitime, comment est-ce qu'on a une meilleure représentation des femmes dans les COMEX, mais la problématique de l'insertion des femmes et de leur donner cette égalité des chances est relativement diverse, et donc sur laquelle il faut trouver un certain nombre d'éléments. Donc nous, on est bien sûr très engagés sur ce sujet, sur lequel on a beaucoup à progresser, sur lequel il faut... Je pense qu'on a un petit risque, c'est qu'on est très volontariste. Je ne parle pas que de nous, on est très volontariste, et il faut juste qu'on s'assure qu'on met bien les moyens alignés avec notre volontariat. C'est-à-dire que l'on donne l'opportunité en particulier de développement ou d'accompagnement donc à un certain nombre de femmes, et tout au long de leur carrière, justement pour qu'elles puissent être capables d'accéder à des postes de responsabilité. Parce que, souvent l'expression, c'est pas l'herbe ne pousse pas en tirant dessus. Donc il faut travailler sur ces sujets, et je pense qu'on a, en tout cas nous, c'est vraiment ce que l'on essaie de faire, mais on est éminemment perfectible. C'est comment est-ce qu'on accompagne, sans doute, et si justement on veut changer et avoir en particulier des structures de direction qui sont plus diverses qu'elles sont aujourd'hui, et je dis très humblement qu'on a encore beaucoup de boulot à faire, c'est comment est-ce qu'on aide à tirer vers le haut, donc un certain nombre de femmes et de jeunes femmes, pour qu'elles puissent avoir le moment venu, et peut-être dans un cadre assez accéléré, donc les bonnes responsabilités, tout en faisant en sorte de ne pas les mettre non plus trop à risque, parce qu'on est très volontariste sur ce sujet. Et puis, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que partout on peut s'organiser, et donc je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur l'égalité salariale homme-femme, en tout cas à l'intérieur des entreprises. Alors, ce qui fait qu'ensuite, aujourd'hui, le problème
de positionnement sur les différents métiers fait qu'en moyenne, les femmes sont moins payées que les hommes. Mais au sein des entreprises, je pense qu'en particulier tous les travaux qui ont été, les décisions gouvernementales qui ont été prises sur l'index homme-femme a fait prendre conscience et beaucoup progresser les entreprises. On est très focalisé sur le fait qu'il faut qu'on ait des femmes donc dans les strates les plus hautes de l'entreprise. Et bien sûr, il faut qu'on le fasse. Mais c'est comment est-ce on fait en sorte, on a quelque chose qui est équilibré par rapport à celles qui ont déjà plus de difficultés personnelles, et je pense entre autres. Donc, aux mères célibataires, et toujours se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Et ça, c'est un vrai sujet de société, et puis on a tous ce problème en tant que parents, pour faire en sorte que nos filles, globalement, aillent vers un certain nombre de métiers, peut-être qui sont encore plus valorisés, et pour faire en sorte justement qu'on rééquilibre au niveau global donc la rémunération entre les hommes et les femmes, mais ça passera par un rééquilibrage sur un certain nombre de métiers. Voilà. Ce que je vois finalement, c'est qu'on progresse assez peu sur ces sujets-là. Bon, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on se bagarre pour avoir plus de filles dans des écoles d'ingénieurs. Ça bouge pas d'un iota. Donc c'est un échec collectif. A contrario, manifestement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les facs de médecine deviennent quasiment complètement féminines. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait aussi en sorte qu'on ait une plus grande mixité dans l'ensemble des métiers, et pour faire en sorte qu'on puisse aller vers un meilleur équilibre, en particulier de rémunération entre les hommes et les femmes. Et je totalement en accord avec ce que tu dis là. Je crois qu'on voit les progrès phénoménaux qui ont été faits en entreprise. Il y a encore beaucoup à faire, certainement, mais il y a eu d'énormes progrès qui ont été accomplis. Mais ce que j'ai constaté, moi, en tant que leader, et dans d'autres entreprises françaises et américaines aussi, c'est que il y a aussi un moment où l'entreprise bute sur des sujets sociaux qui dépassent largement l'entreprise. Tout à fait. Et qui sont des sujets vastes, enfin tu en as évoqué certains, et même simplement des sujets de société que chacun d'entre nous on doit se poser. Enfin, par exemple dans une famille, les tâches, la fameuse charge mentale des femmes, etc. Et bon, voilà, il y a beaucoup de sujets derrière ça qui impactent ça. Donc ça et puis ouvrir les horizons aussi de nos enfants. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, manifestement, les stéréotypes ont la vie dure. Et bon, je pense que c'est pas... Et en plus, là, c'est pas la question d'imposer. C'est comment est-ce qu'on essaie de faire évoluer les choses de façon à ce que nos garçons, nos filles, soient moins sur des stéréotypes. Alors, bien sûr, l'école a sa responsabilité, mais je pense que chaque famille a aussi sa responsabilité. Totalement. Alors, poursuivons sur le sujet. Il y a encore beaucoup de travail, mais au moins, les choses vont dans le bon sens, c'est qui est tout à fait positif. Sur le sujet de la diversité, sur les autres diversités, et bien évidemment, j'ai un attachement à la diversité ethnique, des choses comme ça. Quelle est ta lecture de la situation ? Moi, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur l'Europe. J'ai vraiment travaillé avec les plus grands pays européens. Je vis en Grande-Bretagne depuis quelques années, etc. Et je me rends compte quand même que les progrès sont plus compliqués. Et je vois une vraie intégration de jeunes, de couleurs et de religions, etc., diverses, par le bas de l'entreprise. J'ai encore du mal à voir la vraie montée de ces jeunes dans les fonctions de management, les fonctions de leadership, etc. Bon, c'est peut-être que ma perception des choses, mais j'aimerais avoir ta lecture de la situation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer les choses encore ? Alors là encore, moi je crois que les entreprises ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Et faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité des chances. La mère des batailles, de toutes les batailles, c'est l'école. Et je pense qu'on n'a pas une égalité des chances dans l'école. Et ça ne sera pas d'ailleurs en tirant vers le bas un système français qui est qualifié parfois comme trop élitiste, mais il faut qu'il reste élitiste sur un certain nombre de sujets. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on permet,
et ça recolle à mon histoire personnelle, comment est-ce qu'on permet à tout le monde de pouvoir accéder à l'élite. Je crois que c'est pas... En tout cas, moi, c'est mon constat. C'est que je pense que les populations, en particulier, si on revient, sans revenir sur un aspect de race, ensuite, mais c'est sur des localisations, simple, quartier de la politique de la ville. Bon, je pense que l'égalité des chances, elle commence par l'école, parce que sans doute d'ailleurs, y compris, les parents qui eux-mêmes sont issus de l'immigration de la première génération, ils ne peuvent pas accompagner leurs enfants comme nous on le fait, y compris dans leurs devoirs du soir. On évoquait aussi le problème des mères célibataires. Donc le premier sujet, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises sur ce sujet-là, mais c'est quand même dans ces populations qu'on retrouve très majoritairement ceux qui sortent du système éducatif sans qualification. Et ceux-là, il y en aura sans doute quelques exemples, et qu'on mettra d'ailleurs en exemple, en disant vous voyez, c'est possible de s'en sortir, mais ça sera une très faible minorité. Et tous les autres, ça sera dur. Pas pour autant que derrière, on ne va pas redonner une chance à tous ces gens-là. Vous savez, je dis, c'est ceux qui viennent nous voir, parce que justement, ils ont des difficultés. Donc ça, c'est un des premiers sujets, et là, c'est vraiment un sujet donc, de société. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de donner sa chance, la même chance à tout le monde. Okay, alors, après, c'est un objectif, on sait que ça ne sera jamais l'arrêté, mais en tout cas, il faut que ce soit bien meilleur qu'aujourd'hui. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un des sujets sur lesquels, qui est, encore une fois, la mère de toutes les batailles. Deuxième sujet, c'est clair que... mais je crois qu'on est en train de progresser. Il y a aussi des problèmes de discrimination vis-à-vis de populations issues de l'immigration, y compris qui ont réussi, malgré le système éducatif tel que j'ai défini, qui ont réussi donc à aller à l'université et ainsi de suite. Et toutes les études montrent que sur ces sujets-là, il y a toujours des discriminations sur ces sujets. Moi, j'ai le sentiment que les choses sont en train de beaucoup progresser. De gré, parce que les entreprises y vont, et de force, parce que le marché de l'emploi est tendu. Et donc, nous, le sentiment qu'on a, c'est que post-Covid, avec une difficulté plus difficile de trouver les profils dont les entreprises ont besoin, elles sont... Alors, sans doute, c'est aussi... Enfin, il y a deux éléments. Le degré, c'est quand même toutes les entreprises, en particulier les grandes, ou les moyennes, ont mis en place des stratégies ESG, sur lesquelles il y a partie sociale, et sur lesquelles donc, elles mettent en avant cette égalité des chances et cette volonté d'intégrer toutes les populations. ESG ? Donc stratégie environnementale, sociale et des problématiques de gouvernance. Et donc, sur la partie sociale, il y a vraiment le sujet, on a évoqué, de l'égalité homme-femme, mais il y a aussi le fait de s'ouvrir à des populations qui sont différentes de celles auxquelles les entreprises faisaient appel avant. Donc ça, c'est la partie degré. Voilà, je veux aller vers ce sujet, et de force, et de toute façon, je ne trouve pas les talents. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment, là, je suis, autant sur l'école, je suis assez pessimiste, autant sur ce sujet-là, je suis assez optimiste, et je vois, et je le vois y compris d'ailleurs chez nous, qu'on a des populations qui sont de plus en plus diverses dans les entreprises, et qui commencent à ressembler à ce qu'est globalement la population. Et donc, ce qui est un élément, ensuite, pour réussir. Il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Et puis, on a aussi, ensuite, la population, encore une fois, que nous, on essaie d'accompagner. Je pense ceux qui sortent de l'école sans qualification, qui ont envie de s'insérer, de réussir. Ceux-là, il faut leur tendre la main, il faut les accompagner, parfois leur donner aussi les codes qu'ils n'ont pas de la vie en entreprise, de les faire découvrir le monde de l'entreprise, que parfois ils n'ont pas toujours eu. Alors maintenant, il y a de plus en plus de stages. Donc les entreprises, justement, au travers de leur stratégie ESG, on fait partie d'associations qui, dans les stages de troisième, maintenant il y a un stage de seconde, qui vont permettre aussi d'ouvrir la vision de ces jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas, parce que leur environnement familial ne leur permet pas de progresser. Donc, voilà. Donc il y a un certain nombre de problématiques. Moi, il y en a que je trouve qui progressent, qui vont dans le bon sens.
mais je crois que les entreprises sont de plus en plus ouvertes à la diversité. De genre, de race, d'orientation sexuelle. Ouais. Donc, alors c'est vrai, c'est plus vrai dans les grandes et les moyennes entreprises que dans toutes les PME, mais je crois qu'on va dans le bon sens. Bon, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'école. Qu'est-ce qu'on fait sur l'école. Et ça, moi, je crois que c'est, encore une fois, ça devrait être la priorité numéro 1. Et que sinon, on n'y arrivera pas. Enfin, on restera avec un sujet de frustration de tout le monde, des dirigeants, mais aussi, bien évidemment, de ces populations. Enfin, surtout lorsqu'elles arriveront à l'âge de s'insérer sur le marché du travail, bon, c'est super difficile. Et que, quelque part, elles n'ont pas eu la même chance qu'un certain nombre d'autres populations. Donc voilà, sur ces sujets-là, je pense qu'on a beaucoup de risques de fractures dans nos sociétés. Voilà, entre eux, nous, c'est ce que, en bon français, on dit de have and de have not. Voilà. Ceux qui ont toutes les chances de réussir et ceux qui les ont pas. Donc, c'est les territoires ruraux, c'est les populations ici des diversités et des territoires de la politique de la ville, sur lesquels, pourtant, il y a mis beaucoup de moyens. Mais voilà. Est-ce qu'on les a mis au bon endroit bien sûr, l'aspect logement, et c'est sans doute la base de ce qu'il faut faire, et l'environnement. On pourra passer des étapes supérieures lorsque l'école, on sera mieux capable de traiter ces populations, parce qu'après, voilà, on peut réparer, enfin, quelque part, c'est ce que je peux utiliser, c'est ce que l'on fait. Mais quand on n'a pas la base, c'est quand même plus dur. Ça, c'est limite. Voilà. Ça, c'est limite. Et alors, peut-être que j'y suis encore plus sensible, lié à ma propre histoire. Bien sûr. Peut-être que d'autres pourraient dire non, mais même en étant sorti du système éducatif sans qualification, c'est pas ce qui empêche les gens de réussir. C'est sans doute vrai. Je pense que c'est partiellement vrai. Et puis c'est pas non plus complètement le système français. Maintenant, ceci étant, c'est pas le système français. Maintenant, quand je regarde les systèmes autour, qui sont moins tournés vers le diplôme, je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup mieux en termes d'insertion des populations issues de l'immigration. Je suis complètement d'accord. Enfin, pour vivre en Grande-Bretagne et puis avoir travaillé intimement, étroitement pendant 10 ans avec les grands pays européens, les sujets que tu évoques là sont les mêmes dans, on va dire, tout le monde occidental, d'une certaine manière, et avec les mêmes lignes de fracture, les mêmes lignes de difficultés, les mêmes enjeux. Probablement aussi le même potentiel, les mêmes opportunités. Absolument. Qui sont réelles. Ça va devenir de plus en plus critique parce qu'on ne pourra pas laisser une partie importante de la population avoir moins de chance. Et puis deuxièmement, les entreprises, elles vont, avec les problématiques de démographie, elles vont avoir besoin de plus en plus de ces jeunes-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on réussit à organiser tout ça ? Alors on arrive pratiquement à la fin de cet entretien. Je voudrais te poser une dernière question. Moi, je me souviens, ça ne nous rajeunit pas, je me souviens, tout jeune homme, quand tu me donnais des conseils, qui étaient excellents, que j'ai toujours beaucoup écouté, et j'ai eu la chance d'en bénéficier longtemps. Si tu étais aujourd'hui face à un jeune homme ou une jeune femme face à toi, que je ne suis plus, désolé, mais s'il y avait donc un jeune face à toi, qui démarre dans le monde du travail ou qui a quelques années d'expérience, quels seraient les 2-3 conseils vraiment importants, personnels, que tu donnerais à ce jeune ? Faire en sorte d'avoir son destin en main. C'est-à-dire que est-ce que j'ai le sentiment de faire ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je fais en sorte d'aller où j'ai envie d'aller ? Et on a tous des motivations qui sont différentes. C'est pas juste le sujet de... C'est quoi ma réussite ? C'est quoi ma réussite ? Et essayer de faire en sorte d'ailleurs que ce qu'on définit comme étant sa propre réussite, ça soit compatible avec la réussite de ceux pour lesquels on bosse. Et je vois bien qu'il y a un décalage de plus en plus... pour un certain nombre de jeunes, un peu plus important. Et donc, moi, quand j'en coach certains, je dis, voilà, ce qui est important, c'est définissez bien ce que vous avez envie de faire. Et donc, ça donnera d'ailleurs le cadre dans lequel vous le ferez.
Vous ne pouvez pas faire tout n'importe où. Donc soyez déjà... Mais la première des choses, c'est qu'il faut que vous soyez clair avec vous-même. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des aspirations diverses. Il y en a toujours qui ont envie de réussir. Je veux être en haut de l'affiche. Très bien, heureusement. Il y en a d'autres, dans les mois, je veux avoir un meilleur équilibre, vie privée, vie professionnelle. Voilà. Sans doute qu'ils ne pourront pas exactement le faire au même endroit. Donc, je vois aujourd'hui, parfois, alors ils ont sans doute une capacité supérieure à la nôtre de bouger, où on était un peu plus reluctants, eux, ils ont plus cette capacité, mais je suis clair sur ce que je veux faire. Je veux clair ce qui est mon ambition, au sens premier, l'ambition, c'est pas juste de monter, mais c'est mon ambition. Et est-ce que le cadre dans lequel j'opère me permet justement d'avoir cette ambition, voire de passer à l'ambition derrière. Donc ça, c'est un point important, et c'est ce qui permettra comme ça d'avoir ce que je considère son destin entre les mains. Je crois que c'est la première chose, moi, que j'ai toujours essayé d'avoir, et que j'essaie toujours de donner comme élément à mes équipes et aux gens que je coach. Voilà, c'est toujours d'avoir le destin de ne pas subir. Et les voies sont diverses, et donc on trouve toujours chaussures à sa taille. Mais, donc ça, c'est un des sujets majeurs. Deuxième sujet, quand même un des éléments qui me semble de plus en plus important, c'est les valeurs. Donc, essayer de pas transiger sur ses propres valeurs. Encore une fois, je crois que les jeunes sont, j'avais beaucoup plus, sans doute, focalisé là-dessus et acceptent moins un certain nombre de choses, en particulier de la part des entreprises, mais quand même, c'est un point important, et qu'à la fin, les deux sujets qui feront la différence, c'est vos valeurs, c'est ce qui permet de survivre. C'est quand je dis permet de survivre, c'est ce qui permet de continuer et de faire un moyen comme moi, dans quelques mois, d'avoir 40 ans de vie professionnelle. Parfois, vous direz, mais mes valeurs m'ont fait rater des opportunités. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est est-ce que ça vous permettra d'avoir la prochaine. Et en général, sur la durée, c'est un point extrêmement important. Et deuxième sujet, il faut avoir envie de sortir de sa zone de confort. Ça commence par la curiosité. Je suis curieux d'autre chose, j'ai envie d'apprendre autre chose, et j'ai envie... Et donc, oui, ok, je vais prendre un petit risque. Donc, et c'est ça, j'ai les valeurs plus la capacité à... Parce que quand on sort de sa zone de confort, ça permet d'élargir la palette de compétences et d'expériences que l'on a eues, et c'est ce qui prépare aussi au futur. Voilà les premiers sujets qui me viennent en tête, que j'essaie de conseiller à ceux qui acceptent que je les coach. Alain, merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié. Merci Max, c'était un vrai plaisir de te recroiser après. Voilà. Et puis ce qui est important, on a beau être dans un monde d'entreprise, je crois aussi ce qui fait la différence entre les personnes, c'est leur capacité à garder des amitiés. Ô combien. Voilà. Ô combien. Eh bien, merci pour l'amitié de m'avoir reçu notre, c'est un vrai plaisir. Merci notre podcast aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et écoutez, j'espère que vous avez particulièrement apprécié cet échange avec Alain Roumillac. Voilà, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur sa personne en tant qu'homme. Derrière le dirigeant, il y a un homme. Et je crois que c'était très intéressant de découvrir cette facette-là d'Alain. Je crois que vous avez aussi, comme moi, beaucoup apprécié l'échange beaucoup plus profond et structurel sur ce qu'est Manpower, mais aussi la vision de son président sur l'impact et l'implication d'une entreprise telle que Manpower dans le sujet de la diversité. Et puis j'espère surtout aussi que vous avez absolument apprécié les conseils très très pertinents d'Alain pour votre carrière. Merci, je vous dis à bientôt. Le prochain podcast sera en anglais, mais j'espère refaire aussi d'autres podcasts en français dans les prochains mois. Merci à tous et à très bientôt.